C'est une guerre invisible, pratiquement non abordée par les médias mainstream, et pourtant, la cyberguerre entre l'Ukraine et la Russie est bel et bien une réalité. Au minimum, plusieurs dizaines d'attaques ont eu lieu depuis le début du conflit. Mais quel type d'attaque? À quoi ressemblent les cyberarmées russes et ukrainiennes? Et pourquoi la cyberguerre n'a pas encore remplacé la guerre de terrain? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le Scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce vendredi 17 juin 2022, je vous propose de parler de cyberguerre. Non, la guerre Ukraine-Russie n'est pas encore dans la Matrix, mais la cyberguerre est bel et bien une réalité. Cyberattaques de sites stratégiques, de sites énergétiques ou encore cyberattaques informationnelles annonçant par exemple de fausses nouvelles telles qu'une vidéo du président ukrainien prononçant la reddition de son pays. Voilà le visage de cette guerre qui ne se joue pas uniquement entre Kiev et Moscou, mais entre grandes puissances, États-Unis, Europe et Ukraine d'un côté, et Russie, Chine ou encore Iran de l'autre. Mais à quoi ressemblent les cyberarmées russes et ukrainiennes? Quel rapport de force? Et pourquoi la cyberguerre n'est pas encore devenue la guerre tout court? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode du Scan avec David Guillaume Doniel Azoulay, expert en cybersécurité. Et tout d'abord, dressons le tableau de cette cyberguerre. Deux cyberarmées sont protagonistes, mais attention, ici le nombre d'hommes et d'équipements ne fait pas forcément la différence. David Guillaume Doniel Azoulay. Généralement, pour bien comprendre la différence de force qu'il y a dans un conflit, on met en opposition les armées entre elles en disant cette armée a 300 000 hommes, cette armée a 1 million d'hommes. On peut retrouver un petit peu les proportions ukrainiennes et russes. Donc on est sur un rapport de force 1 à 3. Mais dans ce qui est le cyber, on n'est pas dans une confrontation exactement du même ordre. Il faut un petit peu regarder l'organisation que ces armées ont mis en place pour comprendre quels sont les rapports de force au niveau cyber. Et dans ce théâtre, la cyberarmée ukrainienne n'est pas la mieux lotie, elle est aussi officiellement la plus récente. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'armée ukrainienne s'est organisée à partir de 2020, simplement, pour créer un commandement de communication et de cybersécurité. Et il faudra attendre 2022 pour que les forces de cybersécurité ukrainiennes soient réellement un groupe distinct dans cet environnement militaire ukrainien. Il faudra aussi attendre le début de l'intervention militaire russe pour que le gouvernement ukrainien fasse appel à des volontaires externes. Ce qui démontre bien que le nombre de personnels militaires ukrainiens qui est dans ces forces cyber ukrainiennes n'est pas énorme. Une cyberarmée ukrainienne peu nombreuse face à une grande cyberarmée russe qui a des affiliations avec le FSB. Ce qui est important, c'est qu'il faut comprendre que le cyber russe, ça fait longtemps qu'il existe. Et le cyber russe n'est pas forcément automatiquement attaché à l'armée. Il est attaché au FSB, il est attaché au service de renseignement militaire de l'armée, et il est aussi attaché au ministère de la Défense russe. Donc, ce n'est pas simplement l'armée qui dirige la cybersécurité dans les deux pays, et c'est très important de comprendre que le cyber n'est pas forcément attaché aux militaires, mais peut dépendre d'autres organismes dans un pays. David Guillaume Doniel Azoulay, c'est donc la Russie qui l'emporte sur le plan du rapport de force? Entre l'Ukraine et la Russie, il est clair que c'est la Russie qui prend la première place. C'est pour ça que l'OTAN a intégré l'Ukraine dans son centre coopératif Cyber Defense Center of Excellence, parce que l'Ukraine n'a pas la capacité seule à faire face à la puissance cyber russe. La Russie est donc largement dominante dans ce conflit. Mais attention, cette cyberguerre ne date pas des bombardements russes enclenchés en début d'année 2022. Mais bien avant, la cyberguerre entre Moscou et Kiev a commencé en 2014 avec l'annexion de la Crimée. Alors, le cyber s'est invité dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie, en fait, depuis 2014. Pas simplement depuis la dernière incursion russe. L'annexion de la Crimée avait été une démonstration totale de la puissance cyber russe. Déjà, à l'époque,
les forces ukrainiennes avaient été complètement paralysées par les attaques cyber russes. Et c'est d'ailleurs pour ça que la Crimée avait été envahie si facilement. Et l'armée cyber russe est une grande planificatrice. Dès janvier, des premières cyberattaques massives étaient préparées pour coïncider avec l'invasion terrestre. La dernière incursion qui a été faite en Russie a mis en place et a démontré la planification des interventions russes avec les forces conventionnelles. C'est-à-dire que dans un premier temps, il y a eu une vague d'attaques cyber qui a démarré en janvier et qui avait pour but de rendre inutilisables et inopérants les appareils électriques de plus de 300 organisations ukrainiennes, gouvernementales ou non. Ensuite, il y a eu une deuxième attaque cyber au même moment que l'incursion des troupes, qui a été de saturer et de faire tomber le réseau de communication ukrainien. Au total, selon le laboratoire de cybersécurité de Microsoft, plus de 230 attaques ont été lancées entre février et avril 2022 par la cyberarmée russe. Et le constat est sans appel, l'intensité des attaques a tendance à suivre celle des offensives sur le terrain. Il s'agit exactement de la définition de la guerre hybride. C'est-à-dire qu'il y a un usage des armes cyber et des armes conventionnelles en même temps sur les mêmes zones géographiques. Ça veut dire que les armes cyber accompagnent les troupes conventionnelles sur le terrain, par la planification du lieu, par les interventions, par les blocages des communications, par le floutage des radars. Elle permet d'amener les troupes conventionnelles sur le terrain et de les protéger. Et côté méthode d'infiltration, c'est le phishing qui est le plus souvent employé par les deux cyberarmées, autrement dit des pratiques malveillantes pour récupérer des informations. L'exploitation de vulnérabilités non corrigées est aussi utilisée par Kiev et par Moscou. Les hackers essaient également de supprimer leurs traces avec des outils spécialisés. D'ailleurs, sur le terrain, à noter que l'armée russe n'est pas seule, elle est épaulée d'unités proches de Moscou, comme le groupe UNC 1151, réputé être proche du gouvernement biélorusse. Cette entité a mené de multiples opérations de désinformation en ligne, notamment en avril dernier pour sommer la zizanie entre l'Ukraine et la Pologne, ou encore dénigrer l'OTAN dans les pays baltes, des attaques minimes mais importantes pour déstabiliser l'adversaire. La guerre entre la Russie et l'Ukraine est donc une guerre hybride, mais beaucoup ont été surpris dès le départ du choix de la Russie d'attaquer l'Ukraine, encore au XXIe siècle, avec des chars et des hommes. David Guillaume Daniel Azoulay, pourquoi cette guerre n'est pas que cyber ? C'est la nature du conflit qui veut qu'il n'y ait pas simplement une guerre cyber. La Russie est dans un objectif de conquérir un terrain militaire. À partir du moment où elle veut conquérir un terrain, elle est obligée de mettre des forces conventionnelles pour pouvoir contrôler ce terrain. Il s'agit d'une annexion. Donc il y a une prise de contrôle du territoire, d'un vaste territoire, et ce n'est pas simplement un chantage ou une prise d'otage d'infrastructures critiques. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir des attaques ciblées, cyber, sur un environnement donné, avec un chantage financier ou une prise d'otage sur cet espace critique. La guerre physique territoriale pourrait donc bien toujours exister selon notre expert, même si la guerre cyber va devenir de plus en plus technique. La guerre cyber va devenir à moyen terme et à long terme de plus en plus technique au niveau des méthodes et au niveau des réalisations. Le deuxième aspect, c'est qu'il va y avoir de plus en plus d'objets connectés sur le réseau, l'IoT, la 5G. Donc, il va y avoir aussi, de l'autre côté, de beaucoup plus de possibilités et de plus en plus de possibilités pour qu'il y ait des attaques. Maintenant, on va certainement s'orienter à ce que vous avez évoqué plus tôt, c'est-à-dire certainement beaucoup plus d'attaques sur des opérateurs d'intérêt vitaux ou critiques, et certainement beaucoup plus de prise d'otages de ce type d'opérateurs. Il y aura certainement de plus en plus de drones, c'est sûr. Mais l'intervention terrain existera toujours, car on ne peut pas empêcher les peuples de se rebeller contre un envahisseur, et il faudra toujours des moyens conventionnels pour contrôler les zones envahies, par des hommes ou alors par des robots. Mais là, le contrôle des populations par les robots, c'est vraiment dans une vision futuriste.
Le scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Alarchaoui. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.